Il y a quelques dizaines de milliers d'années, un de nos ancêtres, à vous et à moi, est parti à la chasse, très tôt le matin, et il a vu une boule de feu qui montait et qui redescendait. Et il s'est posé la question, est-ce que c'est la même boule de feu que celle que j'ai vue hier? Et il a posé la question à ses copains, qui lui ont dit, on s'en fout, qu'est-ce que ça peut faire? Nous, on est sérieux, on va à la chasse au bison, alors on ne s'occupe pas de ça. Mais il a quand même reposé sa question, puis un beau jour, il a répondu, ben oui, c'est la même, on va appeler ça le soleil. Et le soleil monte et descend, il tourne autour de la Terre. Puis un beau jour, on s'est dit, non, c'est pas possible, c'est pas lui qui tourne, c'est nous qui tournons, etc. C'est ça la science. Et à chaque fois, il y a le bonheur de comprendre un peu mieux le monde où je suis. Sur notre petite planète perdue dans l'infini des mondes, chaque peuple est caractérisé par sa souffrance autant que par sa puissance. Mais seules les réalisations de son esprit et le rayonnement qui en résulte permettent de lui assigner une place dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde connaît le Petit Chimiste, c'est kit pour enfants de 6 ans où il y a le produit vert, le produit jaune, on mélange, ça fait une réaction, des étincelles, des choses comme ça. Il y a le Petit Biologiste, c'est un peu moins connu, mais il y avait un petit microscope dedans. Et voilà, on pouvait regarder des cellules déjà, donc l'élément constitutif du vivant. Donc avoir à 10 ans son petit microscope, essayer de construire son petit laboratoire à la maison, c'était assez sympa. Et donc voilà, le Petit Biologiste, mes débuts de chercheur. J'ai cette chance de vivre des aventures passionnantes et de vivre avec des collègues passionnés aussi. Je crois que le milieu du spatial a ça de particulier, qu'on soit le concepteur d'un beau robot, qu'on soit le concepteur du moteur pour propulsion qui va être plus efficace, qu'on soit le concepteur d'un nouveau système à embarquer sur une station ou proposer les prochains programmes d'exploration des planètes lointaines, participer à la mise à niveau du miroir de tel télescope. Tout ça, ça nous plonge dans la connaissance de notre Terre, tout autant que dans la connaissance des mystères de l'univers. Et ce domaine de la recherche est, à mon avis, un des plus passionnants qu'il soit, bien qu'à chaque fois que j'ai touché un bout de métier, j'y ai trouvé un bout de passion avec des racines différentes. Le travail de théoricien, c'est une idée qui germe dans la tête, on ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être le matin, on se réveille, on a peut-être un truc la nuit, je ne sais pas, on a fait un rêve bizarre et il y a une idée comme ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un au sens pratique. Quand je dis que j'avais une curiosité pour les choses, il ne m'est jamais venu à l'idée, par exemple, de démonter un poste de radio pour voir comment ça marchait. C'est une curiosité plus abstraite, plus intellectuelle. Par exemple, lorsque, dans ma Provence natale, je regardais le ciel, parce qu'il est beau, la nuit, je ne m'intéressais pas tellement aux étoiles elles-mêmes, mais plutôt au mystère de l'invisible, c'est-à-dire le noir qui est entre les étoiles, c'est-à-dire l'espace. Est-ce qu'il est fini, est-ce qu'il est infini, quelle forme il peut avoir. Donc c'était des questions relativement abstraites. Et c'est pour ça que j'ai toujours attaché un rôle fondamental à l'imagination et à l'intuition. Et à nouveau, donc, on retrouve certaines correspondances avec la création artistique, où évidemment l'imagination et l'intuition jouent également un rôle fondamental. L'important au milieu de tout ce cosmos, c'est moi.
c'est vous, c'est nous les êtres humains. C'est ça qui compte. Or, le regard qu'on a sur l'être humain vient de changer lui aussi. On sait comment il est fabriqué. Il n'y a pas si longtemps. Songez que la procréation, le secret de la procréation, comment à deux on en fait un troisième, n'a été découvert qu'il y a 130 ans. C'est tout à fait récent. Et encore, on a mis 50 ans avant de comprendre ce qui avait été dit par le fameux moine Madel. Du coup, on est devant une compréhension complètement nouvelle de ce qu'est un être humain. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Et cette compréhension, elle est apportée par quoi? Par la science. Très peu par la technique. La technique, c'est utile pour avoir des microscopes, des télescopes, tout ce que vous voulez. Mais finalement, l'important, ça n'est pas d'avoir un bon télescope qui me permet de voir que les galaxies s'éloignent. L'important, c'est le raisonnement que je peux faire à partir de ce constat, en me disant, mais si les galaxies s'éloignent, c'est qu'autrefois elles étaient plus proches, et qu'il y a 15 milliards d'années, elles étaient toutes au même endroit. Et c'est la fameuse hypothèse du Big Bang. Et tout cela, c'est une question de raisonnement, une question de science, pas une question de technique. La science, elle passe par la recherche, par le développement technologique. La science, c'est acquérir des connaissances. Et aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin de connaître pour se sentir plus à l'aise et plus capable d'agir. Capable d'agir en protégeant notre planète, en se protégeant soi-même, en essayant de faire en sorte que les générations à venir trouvent leur place. Beaucoup de tout ça passe par la science. La science est là de multiples domaines. Bien sûr, il va falloir qu'on sache mieux gérer les ressources énergétiques de notre planète. Mais la science, elle peut nous permettre de mieux les gérer, de trouver d'autres ressources, de rendre plus efficaces certaines des ressources existantes. Il faut pouvoir reconsidérer de nouveau la science comme un progrès. Votre téléphone portable, votre four micro-ondes. Par exemple, il y a des accélérateurs, l'équivalent d'un four micro-ondes, d'un radar. Toutes ces techniques qui ont été développées autour des accélérateurs, vous les avez maintenant dans votre poche. Si on avait voulu développer ces techniques pour elles-mêmes, l'exemple le plus criant étant le laser, qui sert maintenant à lire les codes barres dans les marchés, le laser n'a nullement été développé pour lire les codes barres dans les marchés. Si on avait demandé à quelqu'un d'inventer un système pour lire les codes barres, il n'aurait pas inventé le laser. Le laser est un phénomène très fondamental, atomique, et c'est parce qu'on l'a eu très longtemps sans application, qu'on en a très bien compris les particularités, qu'on a pu en trouver de nombreuses applications. Votre lecteur de CD maintenant utilise un laser. Sans recherche fondamentale, il n'y a pas de recherche appliquée. On est obligé de passer par une énorme phase de compréhension, de recherche. Alors il y a des gens qui se disent, bah oui, on se pose des questions pas forcément directement liées au cancer. Par exemple, moi je travaille sur la manière dont les cellules sont jointives. Des cellules qui nous constituent, nous, êtres humains, eh bien, forment un ensemble cohérent. Hein, on est un organisme complexe mais cohérent. Dans le cas des cancers, il y a des cellules qui perdent leur capacité adhésive. Elles ne sont plus jointives et donc elles peuvent aller disséminer, former ce qu'on appelle des métastases. Alors, comprendre déjà comment des cellules sont capables d'interagir entre elles, de se lier et d'être jointives, bah, c'est la base. Donc, ça peut prendre des années de comprendre tous les mécanismes mis en jeu. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale. A priori, pas une application directe, pas le médicament dans 5 ans, mais tout ce qu'on fait en recherche fondamentale sert la recherche appliquée, qui se sert aujourd'hui de découvertes qui ont eu lieu il y a 10 ans, il y a 15 ans. Cet anneau de collision est maintenant achevé. On va pouvoir étudier, grâce à lui, certains processus nouveaux dont on espère tirer des renseignements fondamentaux sur la structure de la matière. Ce souci de garder une partie équilibrée, je ne dis pas exclusive, de recherche fondamentale et d'offrir à ceux qui ont ce souci, parce que c'est naturel,
c'est comme de faire de la poésie ou de la peinture ou n'importe quoi. De se préoccuper de comment marche le monde est un souci terriblement humain, je crois, dans une fraction de l'humanité. Toute découverte scientifique débouche finalement sur une compréhension, et la compréhension débouche sur l'efficacité. C'est pas vrai toujours. Quand on a découvert le Big Bang, par exemple, au fond, on ne voit pas ce qu'on peut en faire pour changer la société. Mais c'est un bonheur de comprendre ce qui a pu se passer il y a 14 ou 15 milliards d'années. Par conséquent, de temps en temps, la découverte scientifique ne sert à rien. C'est splendide, c'est merveilleux. Il y a toujours une très vieille incompréhension de tous les gouvernements, de quelque bord qu'ils soient, de droite ou de gauche, sur ce que représente réellement la recherche dans tous ses aspects. C'est-à-dire que très souvent, quand un gouvernement dit « nous allons faire d'accord un effort budgétaire pour la recherche », il pense systématiquement uniquement à la recherche à court terme, c'est-à-dire à la recherche appliquée, et il l'oublie par manque de culture scientifique de nos gouvernants, justement, à quel point la recherche fondamentale, même si elle n'a pas de résultats et de retombées immédiates, c'est en fait le nerf complet en fait de la recherche, ce qu'ont compris évidemment d'autres pays très avancés dans la recherche, et notamment les États-Unis. C'est vrai que si on décide de travailler sur des modèles animaux, par exemple des souris, pour regarder la manière dont elles réagissent à certains traitements, à certains médicaments, eh bien ça prend plus de temps. Il faut attendre que les souris naissent. La gestation, c'est à peu près 3 semaines. Et puis qu'elles grandissent, parce que les effets peuvent être observés à l'âge adulte. Et donc ça, c'est des travaux de recherche qui prennent plus de temps. Alors on dit oui, 3 ans de thèse pour un projet de recherche, c'est beaucoup. Parfois c'est ce qu'il faut. Parfois il faut plus que 3 ans pour faire un projet de recherche dans de bonnes conditions. Pour réussir à avoir des résultats exploitables. Si vous regardez ce qui a été fait au XXe siècle, en physique, c'est hallucinant. Extraordinaire. Songez qu'il y a un siècle, les physiciens n'étaient pas convaincus de l'existence de l'atome. Aujourd'hui, non seulement on a découvert l'atome, mais on a compris sa structure, le noyau, les particules à l'intérieur du noyau, les interactions fondamentales qui lient les particules comme les quarks au sein des nucléons. Enfin, il y a eu des progrès incroyables. Les mathématiques associées sont épouvantables de difficulté. Et donc moi je comprends tout à fait un jeune qui se dit tout ça c'est passionnant, mais avant que je maîtrise ce qui a été fait et que j'apporte ma propre pierre à l'édifice, il va se passer une durée qui est peut-être supérieure à ma durée de vie humaine. La première fois qu'on vous apprend quelque chose en maths, vous n'y comprenez rien. C'est complètement impossible, c'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Et si vous essayez de comprendre, vous y parvenez toujours. Et puis une fois que vous avez compris, vous dites, bon, décidément c'était tellement facile, il n'y avait pas de quoi en faire une histoire, et on ne comprend pas que les autres puissent ne pas comprendre du premier coup. C'est ça la difficulté d'être prof. Mais je crois qu'on devrait motiver les gens en leur disant, et c'est donc, au départ, il y a une espèce de barrière qui te semble difficile à franchir, mais une fois qu'elle est franchie, alors là c'est la jouissance, et on s'amuse bien. Et c'est vrai, en particulier avec les mathématiques. La mathématique n'est pas une science étrange et mystérieuse, mais joue un rôle essentiel dans le développement de la philosophie naturelle. Les théories sont des représentations provisoires des phénomènes. Ceci a parfois amené quelques découragements dans certains esprits, mais bien à tort. On doit tout au contraire s'étonner qu'avec des représentations lointaines et décolorées des choses, l'esprit humain ait pu débrouiller le chaos de tant de phénomènes et mettre, si l'on peut dire, un peu d'ordre dans la nature. On n'émet pas un paradoxe en disant c'est parce que la science n'est sûre de rien
qu'elle avance toujours. Une part non négligeable d'étudiants qui ont un bon niveau vont préférer s'orienter vers des métiers où tout simplement ils vont pouvoir gagner leur vie décemment. Un exemple très simple, Édouard Brézin, qui est actuellement à l'Académie des sciences, était sorti premier de sa promotion à l'école polytechnique. Au bout de 10 ans, il était dernier sur 200 au niveau du salaire. On voit beaucoup d'élèves ingénieurs qui autrefois faisaient quand même des thèses en sciences en grand nombre, aujourd'hui vont plutôt vers le marketing, le management, la finance, etc. Bon. En se racontant des histoires qui ne sont pas toujours vraies d'ailleurs. Il y en a qui... Parce que certains m'ont dit, nous on ne veut plus faire de physique parce que la physique c'est la bombe atomique, etc. Bon. Ce qui est vrai, la physique a fait la bombe atomique. Alors ils vont faire des MBA aux États-Unis pour étudier le business, etc. Et je leur demande juste comme ça, est-ce que vous allez là-bas pour venir en aide à l'humanité souffrante? Bon. Vous voyez, on peut rire de tout, mais il me semble que les jeunes aujourd'hui essaient de trouver un sens à leur propre vie. Et la science en elle-même n'a pas l'air de leur proposer un sens qui leur parle. Je pense qu'il y a une désaffection pour les sciences. Et puis, c'est pas moi qui le dis, il y a des gens qui font des études statistiques à long terme sur le nombre d'inscriptions à la fac, le nombre d'inscriptions en doctorat. Parce que c'est vrai que quand on s'engage dans un parcours universitaire scientifique, on peut s'arrêter assez tôt, maintenant au stade de licence 3 professionnelle, et puis avoir certains débouchés. Quand on veut être chercheur, tous les postes dans les organismes publics, mais dans les entreprises privées, nécessitent un doctorat. Un doctorat, c'est 8 années après le bac. Donc c'est une filière très longue, et ça peut faire peur aux jeunes qui s'engagent à la fac et qui ont le courage de s'engager à la fac, parce que même en termes d'inscription en première année dans les filières scientifiques, il y a une diminution d'à peu près 6% pour ce qui est des sciences dures, physique, chimie, maths, biologie. Et pire encore, alors dans la discipline dans laquelle je suis, donc en biologie, il y a 26% d'étudiants en moins qui décident de poursuivre leurs études par un doctorat. Et donc ça va aboutir à une pénurie de chercheurs dans pas longtemps. On commence à s'en rendre compte. Il va falloir proposer des choses pour attirer les jeunes vers les filières scientifiques. Dans les années qui viennent, nous aurons besoin de remplacer un grand nombre de scientifiques qui vont partir à la retraite. On va connaître un problème de recrutement d'enseignants et de chercheurs dans les milieux scientifiques universitaires, que ce soit à l'université proprement dite ou dans des grands organismes tels que le CNRS. Et de plus en plus, il faudra pallier à ce déficit. Donc aujourd'hui, nous allons avoir ce paradoxe d'une diminution du nombre d'étudiants, alors que nous allons avoir besoin davantage d'étudiants pour remplacer les scientifiques qui vont se retirer. Je ne suis pas sûr que le mot désaffection convienne. Parce que ça sous-entend que c'est une histoire d'affect. Donc on pourrait carrément dire qu'il y a un désamour. Bon, moi j'enseigne la physique à des élèves ingénieurs à Centrale. Je n'observe pas qu'ils aiment moins la physique que ma génération. Bon. Simplement, ils ne veulent pas devenir physiciens. Mes expériences, reprises dans les grands laboratoires d'Europe et poussées plus loin, ont permis à l'allemand Wiechert et à l'anglais Thomson de prouver que les électrons sont 2000 fois plus légers que le plus léger des atomes, celui d'hydrogène. Ainsi a été découvert un élément universel de la matière. Cela, c'est la découverte pure. Elle est de celles qui ont permis la grande invention de la télévision. Le microscope à électrons, dont on peut attendre des grossissements, peut être 100 fois plus grand que ceux donnés par le microscope ordinaire, en est une autre application.
Quand je vois que des banquiers me rigolent au nez quand je leur dis que je suis chercheur et que je veux un prêt pour mon appartement, oui, bon, j'ai aussi à batailler, à obtenir ce prêt, mais je sais très bien que mon contrat se termine dans 6 mois. Ça veut dire que dans 6 mois, je ne sais pas si je pourrais rembourser mon prêt de mon appartement, par exemple. En Angleterre, quand on a une thèse, on est doctor, et on l'écrit, hein, on met des DR. Hein, et c'est parce que ça a une vraie valeur vis-à-vis des autres. En France, personne, un étudiant qui a 25 ans et qui fait sa thèse à Jussieu, déjà il ne va pas dire « regardez, je suis docteur de Jussieu » ou de Paris 6, ça n'a aucune reconnaissance. J'ai un copain qui est chercheur, qui est docteur et qui a décidé de faire poursuivre par un postdoc en Angleterre et qui me disait « c'est très rigolo, quand je dois prendre mes billets d'avion pour une conférence internationale, on me demande lors de l'inscription en ligne si je suis docteur ou pas ». Donc c'est quelque chose qui dans les autres pays d'Europe, et c'est la même chose en Allemagne, qui est valorisé. Être docteur dans la société, ça veut dire qu'on a fait des études longues, bon, mais qu'on a un vaste panel de compétences, plus que nos compétences techniques. Finalement, on nous voit souvent comme des techniciens, on fait une thèse, on est très spécialisé dans un domaine, et en fait, on sait faire plein de choses, et c'est quelque chose qui est accepté dans d'autres pays. En France, pour l'instant, un docteur, c'est un ingénieur qui a fait un peu plus d'études, pour l'instant. Généralement, quand tu dis que tu es chercheur, 9 fois sur 10, on te demande si c'est d'emploi. C'est pas drôle, mais ça prouve à quel point on n'est pas reconnu en tant que chercheur. Et généralement, la plupart du temps, au bout de 2 minutes, quand tu expliques ce que tu fais, les gens te disent « mais ça sert à quoi? Ça va soigner quelle maladie ?» Dans mon idée, dès le départ, quand j'ai commencé ma thèse, je savais déjà que j'allais, à l'issue de ma thèse, faire un postdoc à l'étranger. Au fur et à mesure de la thèse, cette idée s'est ancrée et bien ancrée. Donc du coup, je vais vraiment aller faire ce postdoc à l'étranger. Maintenant, je pense que... Après, sa question, c'est est-ce que je vais revenir? La situation n'est pas facile pour les jeunes chercheurs en France. J'espère qu'elle va s'améliorer. Je pense que la prise de conscience des pouvoirs publics de dire que effectivement, on se dirige vers une société de la connaissance et qu'on ne va pas avoir les bras pour faire face à ce défi, en fait. Donc pas assez de jeunes chercheurs pour répondre aux exigences qui vont se présenter je pense que ça se compte en même pas en dizaines d'années. Voilà, il faut y répondre. Donc j'espère qu'on se rendra compte que les jeunes chercheurs ont vraiment leur place dans cette société de la connaissance que tout le monde est en train de construire. Les techniciens sont en train de préparer une expérience de physique nucléaire. Un physicien introduit une cible devant le tuyau par lequel arriveront les électrons accélérés. Après la mise en place de cette cible, le vide sera fait dans cette partie du tuyau, la salle sera évacuée et dans quelques instants, le faisceau bombardera cette cible. Il faut pouvoir centrer exactement au milieu de cette cible le faisceau et lui donner les dimensions désirées par le physicien. La France est un pays développé, la France a de la recherche, on a une culture énorme, on a des connaissances énormes, on a des idées, on a plein de choses en France. Mais aujourd'hui on est dans une compétition mondiale, tout le monde peut partager les connaissances, tout le monde peut acquérir des connaissances. Il n'y a plus cette impression qu'on avait dans les années 50 où il y avait les pays développés et les pays en voie de développement, enfin les tiers-mondes. Le Pakistan, dans l'exemple du Pakistan, c'est le pays où je suis né, a décidé récemment d'investir dans la recherche. Ils ont fixé 3 priorités, les biotechnologies, le nucléaire et l'informatique. Et dans ces 3 domaines-là, ils investissent à fond. On se base beaucoup sur la Finlande comme exemple dans nos activités, notamment de promotion de l'interdisciplinarité. C'est un pays qui, en 20 ans, a fait le choix de l'éducation pour augmenter son niveau de vie et pour se placer au niveau international. C'est un pays, en caricaturant un ancien pays de bûcherons, qui est devenu le pays avec le plus grand nombre de thèses par habitant.
qui est au premier rang de l'OCDE là-dessus, qui invite des professeurs étrangers qui viennent de partout dans le monde. Et je ne comprends pas qu'un pays comme la France, qui a un passé universitaire aussi ancien et aussi glorieux, ne fasse pas cela. On a commencé à faire des thèses bien avant que les États-Unis n'existent. Et aujourd'hui, on ne donne aucune importance à cela. À Orsay, dans le cadre de la nouvelle faculté des sciences de Paris, un accélérateur linéaire vient d'être terminé. Cet accélérateur est actuellement le plus puissant du monde en accélérateur linéaire. Après le coût positif qu'il y a eu dans les années 80, ça montait encore un petit peu jusque vers 90, et puis à partir de là, il y a eu un lent déclin, une lente érosion des budgets, encore une fois parce que les gouvernements successifs n'y mettaient pas la priorité qu'il aurait fallu faire, et c'était particulièrement sensible, je pense, pour les biologistes. Pourquoi ? Parce que les coûts de nos expériences, nous les biologistes, ont explosé sur les 15 dernières années. C'est-à-dire si on fait en gros la même chose, ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 15 ans. Et dans d'autres pays, les budgets augmentaient considérablement. Les moyens qui ont été mis réellement dans la recherche et qui sont prévus pour la période à venir vont permettre une croissance réelle hors inflation de l'ordre de 1 ou 2%. Ça n'a rien à voir avec ce qui... En Angleterre, par exemple, actuellement, ils sont à plus 10% par an pour essayer de rattraper le retard. On n'en fera jamais assez. Et là, j'ai l'impression de dire du mal ni de l'un ni de l'autre, hein, de la gauche ou de la droite, mais je crois qu'il faudrait qu'ils se rendent compte à quel point ils trahissent les espoirs des hommes en ne parlant pas assez du long terme, donc en asséchant la recherche. Je pense qu'il y a des signaux alarmants. Bon. Les choses ne peuvent pas vraiment continuer en l'état. Et moi, j'interprète cette donnée, ce constat, comme un argument pour agir, si vous voulez. Et je pense que le combat, désormais, il va être un combat politique. Il y avait quelque chose qui dérangeait le plus, c'était le double langage des politiques. Les politiques qui nous disaient qu'on allait investir énormément dans la recherche, qu'on allait donner beaucoup d'argent à la recherche, qu'on allait atteindre 3% du PIB. Et quand vous voyez le budget arriver de votre laboratoire et que, en fait, par rapport à l'année dernière, vous avez une baisse de 10%, vous ne comprenez pas. Donc quand vous ne comprenez pas, vous vous sentez révolté. Donc, mon chef l'était, je l'étais aussi, en voyant que tous les ans, on nous sucrait de l'argent et on nous disait vous aurez moins que l'année dernière. Et à la télé, tout le monde est en train de se pavaner, en train de dire on va arriver aux 3% du PIB en 2010. Enfin, il y a un décalage, et ce décalage-là, ça nous révoltait. Parce que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils auraient finalement dû faire peut-être plus tôt, c'est-à-dire donner cette prise de conscience auprès du public général de l'importance fondamentale que représente la recherche scientifique, sous tous ses aspects, hein, recherche pratique, recherche appliquée, mais aussi recherche fondamentale pour un pays, et non seulement pour son présent, mais encore plus pour son avenir. La raison pour laquelle Sauvons la recherche a commencé, en fait, c'était que le sentiment le plus fort, pour moi, c'était un peu un sentiment de honte. C'est-à-dire, quand je voyais ce qui était fait aux jeunes, je me suis dit, si je ne fais rien, si les gens comme moi ne font rien, on est relativement protégés, je suis directeur de recherche, bon, j'avais mon salaire. Si nous, on ne fait rien, dans une certaine mesure, on est complice du gouvernement. On l'accepte. Moi qui n'ai jamais milité pour quelque cause de ce soit, parce que j'ai très peu la tête politique, je l'avoue, c'est la seule fois de ma vie où j'ai participé à une grande manifestation, la grande manifestation que nous avons faite en février, je crois, 2004. On était 20 000 chercheurs dans les rues de Paris, ça a impressionné, ça a surpris effectivement les gens, que des chercheurs pour la première fois se mobilisent pour aller dans la rue, etc. C'était
la première fois depuis la Libération, depuis 1945, qu'on voyait que le nombre de postes globaux dans les organismes de recherche et l'université allait être en diminution. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais c'est un signal complètement fou qui est donné aux jeunes, qui déjà savaient que leurs conditions de travail et leurs perspectives d'embauche ultérieurement n'étaient pas fantastiques. Si en plus on leur dit, maintenant on va commencer à diminuer le nombre de postes, ils vont partir, ça va être l'hémorragie, c'est de la folie. Que représente une grève de chercheurs? Vous avez une grève des transports, une grève de la SNCF, tout le pays est bloqué, ils le savent très bien et c'est pour ça que c'est si efficace, toutes ces grèves-là, une grève de la Poste, etc., tous ces grands services publics. Bien, la recherche, c'est un service public. Mais simplement, si les chercheurs font grève pendant un jour, 2 jours ou une semaine, le public, lui, ne se rend compte de rien. Que les chercheurs s'arrêtent de travailler dans les labos. Parce qu'évidemment, c'est un travail de long terme, ce n'est pas une activité publique qui donne un service public au jour le jour. C'est une activité d'investissement qui soutient la société et qui va transformer la société, mais avec des années et des années à l'avance. Donc effectivement, la perception du travail des chercheurs n'était pas si évidente. C'est pour ça qu'effectivement, le fait de descendre dans la rue, ce n'était pas le fait de s'arrêter de travailler pendant un jour, parce que ça, il n'y avait pas d'incidence. Le fait que nous descendions dans la rue avec des banderoles, des slogans bien écrits, etc., ça a fait prendre conscience à une certaine partie de la population qu'effectivement, les chercheurs français étaient mal en point. La recherche française était mal en point. Quels sont les gens dans la salle qui pensent que, eu égard aux propositions du gouvernement, nous devons passer à l'acte de démission? Je vous demande de lever la main. Quand il y a eu la démission des directeurs d'unité, ils n'ont pas fait ça pour s'amuser, ils essayaient de mettre le point sur le fait que la situation des jeunes chercheurs en France était inadmissible, qu'on n'avait aucune perspective, très peu d'emplois dans les organismes de recherche publique. Moi, en 2004, je commençais juste mon DEA, c'est-à-dire que c'était la première fois où j'étais immergée pendant 9 mois dans un laboratoire. Le directeur de mon unité faisait partie des signataires démissionnaires. Et c'est vrai que quand on se dit que, même si c'était symbolique, cette démission a quand même fédéré l'ensemble des directeurs d'unité et qui faisaient ça pour nous, on est obligé d'avoir une prise de conscience. Il faut réagir de façon urgente et réinvestir des moyens. Il n'y a pas de... Et donc là-dessus, on est en plein accord avec les propositions de Sauverons la Recherche. C'est sûr qu'il faut absolument que l'État se réinvestisse. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il va falloir aussi complètement repenser le système de recherche et d'éducation. En Angleterre, aux États-Unis, ça fonctionne différemment. Ce sont des pays où il y a beaucoup plus de créativité, plus de prix Nobel, plus de brevets. On peut discuter sur les brevets, mais c'est quand même le signe que c'est une recherche très productive. La nôtre reste productive, reste efficace malgré le manque de moyens, mais néanmoins une restructuration des études, du fonctionnement des équipes de recherche, du fonctionnement du financement de la recherche est à faire. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a bien davantage de financement privé qu'en France. Oh, c'est pas extraordinaire. En France, il n'y en a aucun, donc c'est pas difficile effectivement de faire mieux qu'en France. Alors ça correspond, je ne sais pas, peut-être à une culture aussi différente, à un rapport de la société historique en tout cas, différent aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons en général et en France. Par exemple, dès le début du XXe siècle, les premières grandes fortunes américaines qui ont fait de fortune dans le pétrole, l'industrie, l'acier, etc., ont été des mécènes des sciences et ont permis notamment la fabrication, dans mon domaine, des très premiers grands télescopes, le télescope du Mont Palomar, le télescope du Mont Wilson, qui ont fait faire des progrès considérables en astronomie. Et c'était vraiment des mécènes qui venaient du milieu industriel. Donc il y a cette culture du mécénat scientifique qu'il y a là-bas et qu'il n'y a pas ici. En France, il y a du mécénat, mais c'est exclusivement du mécénat pour l'art. Bon, je m'en réjouis parce que c'est très bien, mais il n'y a quasiment jamais de mécénat scientifique.
Si on arrivait à donner une autre optique à l'enseignement, on arriverait déjà aussi à faire en sorte que la science ne soit pas quelque chose de scientifique, si je peux me permettre, mais une culture normale, comme on a une culture en français, en cinéma, une culture. Et ça nous permettrait aussi de comprendre que cette culture peut nous servir en tant que citoyens, pour décider, pour comprendre des débats entre scientifiques et des questionnements sur des choix d'électricité, de nucléaire, comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la couche d'ozone, pourquoi on arrête les CFC, qu'est-ce que c'est les CFC. Tous ces problèmes-là dont on entend parler dans les médias, y compris le réchauffement climatique en ce moment, c'est une vaste bouillie pour les gens et malheureusement les journalistes sont très mal formés sur le sujet, donc véhiculent des espèces de clichés, des poncifs qui sont pour la plupart du temps des erreurs. Je pense que la façon dont sont présentées les sciences au collège et au lycée, tout d'abord, n'est pas très sexy, quoi, disons-le. C'est souvent plutôt rébarbatif, avec une primauté toujours des mathématiques et de la théorie. Ça, c'est très français, faut le dire. Et une place très réduite pour l'expérimental, pour l'observation. Moi-même, si je me suis orienté vers l'écologie et la biologie, c'est parce que la vue de la nature me passionnait. Et c'est ce rapport-là qui est premier. Et qu'heureusement, quand on fait des études de biologie, on fait des TP et on maintient ce rapport-là au naturel. Et c'est dommage que quand on fait de la physique à l'école, on est beaucoup trop dans des équations différentielles mathématiques et pas dans du phénomène. Pourquoi la balle elle va tomber parce qu'il y a de la gravité, mais on peut déjà faire plein de choses avec les mains. Mais tu vas y arriver. Y arrive là. Voilà. C'est très faible, mais on produit un petit peu. Produit. Oui, c'est 3 étapes. Ouais, tu y es. Au lieu, si vous voulez, de faire de la science une collection de faits qu'on apprend, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Et je veux savoir pourquoi c'est comme ça, ben, tu verras plus tard, ou bien attends d'être grand, ou je ne sais pas, donc je ne peux pas t'expliquer, vous voyez. C'est de dire, la science, c'est d'abord un questionnement. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire émerger chez l'enfant, de laisser émerger, je devrais dire, chez l'enfant, c'est un questionnement auquel il va chercher, guidé par le maître, bien entendu. Il ne s'agit pas de caricaturer, l'enfant est tout seul, il est à l'origine de tout savoir. Non, ce serait faux et absurde. Mais guidé par le maître, de faire émerger progressivement des réponses. Tu veux savoir si l'oscillation d'un pendule, ce rythme tout à fait régulier que tu observes, est due à la masse qui est accrochée au fil du pendule, ou est due à la longueur du pendule, ou bien est due à la façon dont tu l'as lancé, plus ou moins fort? Eh bien, je ne vais pas te donner la réponse, mais on va faire l'expérience. Et tu vas regarder, et c'est toi qui vas trouver, parce que c'est toi qui vas lire le livre de la nature. Alors les coccinelles que l'on va voir sont des coccinelles qui mangent des cochenilles. Alors on dit qu'elles sont coccidiphages. Le vert que vous avez ici, c'est des algues qui nourrissent tous les insectes. Et pour cela qu'avoir des mousses, des lichens et des algues sur les arbres, ce n'est pas néfaste du tout. Et ça nourrit et ça permet aux insectes d'hiverner. Quand on traite avec des produits chimiques, eh bien on tue tout. Et quand on a un écosystème normalement constitué, eh bien on n'a pas de problème de parasites qui puissent gêner quoi que ce soit. Dire à un enfant, va à l'école, travaille bien pour préparer ta vie active, pour moi c'est criminel. C'est pas pour ça qu'il va à l'école. Il va à l'école pour être heureux et pour préparer un bonheur plus tard, le bonheur de la compréhension, le bonheur de se sentir celui qui domine l'univers, non pas en le transformant, mais en le regardant, en le comprenant. C'est ça le goût qu'il faut donner aux enfants. Et malheureusement, ce n'est pas l'école à laquelle que je voudrais changer. C'est une société qui fait croire que l'école est là pour aider la société à tourner. Pas du tout. L'école n'est pas au service des entreprises.
c'est des entreprises qui sont au service de tous les hommes. Si les jeunes s'inscrivent moins à la fac en première année et suivent moins des filières scientifiques, c'est peut-être qu'ils ont un peu moins l'esprit ouvert à la science, qu'on leur apprend ça un petit peu moins. Il y a de moins en moins d'émissions scientifiques à la télé qui permettent aux jeunes de voir ce que c'est que la recherche. C'est vrai que la recherche, tant qu'on n'est pas allé dans un laboratoire, on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est. Tant qu'on n'a pas parlé avec des chercheurs, on ne sait pas non plus forcément ce que c'est. Et donc le Palais de la Découverte, mais ça nous permet à nous, chercheurs, d'aller à la rencontre du grand public. Il y a des petits qui ont 5 ans, il y a des adultes qui ont 77 ans. On essaye de rendre les choses ludiques si jamais on s'adresse à des enfants, et puis essayer de répondre au maximum aux questions que les gens se posent, parce que parfois, il y a des incompréhensions qu'on essaye de corriger. Je crois que c'est absolument essentiel de faire de la vulgarisation scientifique. Et puis en tant que chercheur, je pense que c'est très important d'arriver à expliquer ce qu'on fait d'une manière simple pour pas qu'on nous catalogue comme des gens qui travaillent seuls dans leur laboratoire à communiquer qu'entre chercheurs en anglais de préférence. C'est quelque chose qu'on peut faire, on peut s'adresser au grand public, expliquer ce que l'on fait au quotidien, expliquer d'une manière générale ce que c'est que la biologie, ce que ça apporte que de faire de la recherche en biologie ici. C'est très ludique et vous allez comparer avec les autres. D'accord. Pour voir ce que c'est. Donc ça, ce sont des cellules normales et elles ne sont pas très nombreuses, donc elles ont une forme particulière. Il faut faire en sorte que les chercheurs se rapprochent des citoyens. Il faut être à l'école et en dehors de l'école, toutes les activités extrascolaires. Il faut être dans les bibliothèques, il faut être dans les télévisions, il faut être dans les musées scientifiques, dans les centres scientifiques. Il faut que les chercheurs fassent des conférences dans la ville où ils sont, qu'ils sortent de leur laboratoire. Je crois que la Fête de la Science a bien montré ça. Je crois que c'est très important et que ça va avec cette capacité à ramener les jeunes avec un regard un petit peu plus pétillant quand ils songent à la science et le fait que ça pourrait être pour eux. Ça s'écarte et ça peut pas rester ensemble. Alors, après, c'est basé sur l'accélération centripète et non centrifuge. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer une expérience qui consiste à voir les effets de la pluie acide sur des pierres. Je verse de l'acide chlorhydrique sur le calcaire. Il y a effervescence. C'est un dégagement de dioxyde de carbone. Cela montre que dans le calcaire, il y a du carbone et que le calcaire est attaqué par l'acide et les pluies acides en général. Nous n'y arrivons pas. C'est une vraie table et sur les côtés, il y a des miroirs. Et là, il y a un trou en fait. Mon souci, c'est de faire en sorte que les étudiants, les jeunes, le public comprennent qu'il n'y a que dans les livres qu'on peut comprendre certaines choses. Ailleurs, on peut les voir. Mais voir et comprendre sont deux choses différentes. J'ai été fait par la lecture. Et je suis persuadé que c'est comme ça que chacun peut peu à peu se construire. Mais c'est très insuffisant. En plus des livres qui sont des objets un peu morts quand même, il faut des contacts, des rencontres. Et j'ai compris peut-être un peu tard que c'était à coup de rencontres qu'on construisait sa propre intelligence. Plus de savoir, mieux partager, c'est une société qui est plus à même de faire des choix raisonnés, d'être créative. Et à mon sens, ça c'est une société qui est belle, c'est une société qui est libre, qui a plein de créations artistiques. Et finalement, la science, ça fait partie de cette création artistique, à mon sens. Et c'est ce choix de société-là que je veux faire. Quand deux hommes se rencontrent avec chacun une pomme dans la poche, eh bien peut-être quand ils se rencontreront, le plus fort va casser la figure du plus faible et à la sortie, l'un aura 2 pommes et l'autre 0. C'est ça les pommes. Mais quand deux hommes se rencontrent avec chacun une idée en tête, s'ils sont capables de se rencontrer et de discuter, quand ils se quitteront, ils auront chacun 2 idées, et peut-être même 3 idées. Parce que le partage de la connaissance,
ça crée la multiplication et non pas la soustraction. Je voudrais bien que cet effort de compréhension du monde, des phénomènes qui nous entourent, soit un peu plus encouragé, parce que je pense que c'est la base indispensable pour trouver l'utilisation, une meilleure utilisation de tout ce que nous avons autour de nous, en particulier de l'énergie, ce qui devient critique, par exemple. Et ça, c'est mon grand rêve. Je crois beaucoup à la technique, en même temps à la technologie, mais je pense personnellement que si on veut baser un développement, comme on tente quelquefois de le faire, sur un pur développement de la technologie, sans prendre soin de développer en parallèle une compréhension des phénomènes, ce qui est le propre de la recherche dite fondamentale, même si elle est d'aspect extrêmement appliqué, je pense que ce ne sera pas très efficace. C'est une étude médique à courte vue qui peut nous donner beaucoup de déboires. Si on veut rester dans la course, si on peut dire, il faut continuer à comprendre le monde. Les progrès rapides et admirables de la physique contemporaine montrent qu'aucun résultat du travail scientifique n'est jamais définitif, que l'effort doit toujours être continué ou recommencé. Mais ils nous apprennent aussi qu'un labeur obstiné surmonte finalement tous les obstacles. Bien sûr qu'il faut continuer à comprendre ce qui nous entoure. En tant que biologiste, je dirais comment les êtres vivants fonctionnent, c'est pas que le corps humain. Merci à tous les modèles animaux dont on peut se servir, du poisson à la grenouille, à la souris. Ça nous permet de comprendre le vivant et donc de comprendre l'humain. Et encore plus, de comprendre les pathologies humaines, donc les maladies, pour pouvoir mieux les traiter. Donc oui, il faut vraiment continuer à faire de la science, pas en avoir peur, parce que certains en ont peur des risques, c'est normal, mais avec toutes les précautions qu'il faut prendre, continuer vraiment la science. C'est pas utile, c'est bien mieux que ça. C'est pas utile de manger, on en a besoin, c'est nécessaire. Vous ne mangez pas parce que c'est utile, vous mangez parce que ça fait partie de votre métabolisme, mais finalement, c'est au nom de quelque chose avec un objectif tout à fait différent, qui est de continuer à vivre. Eh bien, aller partager des connaissances, c'est pour continuer à vivre, c'est pour continuer à partager ce bonheur de comprendre le monde autour de moi. C'est ça l'objectif. C'est pas de l'emporter sur vous, c'est pas de savoir plus de choses que vous. Non, les comprendre parce que ça me crée du bonheur, c'est tout. Le petit atome qui se balançait dans une grosse molécule. Le petit atome qui s'ennuyait, craignait tant d'être ridicule. Quand un photon va le rencontrer, un gros photon dans l'infrarouge, même infrarouge, un seul photon, ça peut rompre une liaison. Le petit atome ainsi balancé, quitte à sa chère molécule, pauvre molécule décomposée, ça lui fait mal à la formule. Le petit atome dans un beau cristal vint à trouver une vacance,
Allez, vacances, original, 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 quand les neutrons ouvrent le bal. Tralali, la 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 la. Le petit atome était comme au ciel, entouré d'autres molécules. Le petit atome interstitiel ne craignait plus le ridicule, mais il mourut en pleine lune de miel, car on le mit dans une pile. Mort difficile, destin hâtif, destin hâtif, destin hâtif, destin hâtif, car il devint radioactif. Tralali, la 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 la.